Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, j'ai écouté comme nombre d'entre vous lundi 17 avril à 20 h l'allocution du président de la République française. Ce discours qui a duré exactement 13 minutes m'a semblé déconnecté du réel, bien éloigné des inquiétudes des Français et des Françaises et surtout de leur colère légitime depuis 3 mois, depuis le lancement des débats parlementaires sur la réforme des retraites qu'une majorité de Français et de Françaises rejettent légitimement, soit 100% des fonctionnaires et 80% des actifs. Certes, le président de la République française a reconnu que sa réforme n'avait pas fait consensus selon son propre mot. Il aurait donc dû, en âme et conscience, ne pas la promulguer et encore moins la promulguer dans la nuit de vendredi à samedi à 3h28 exactement. Encore une provocation en forme de mépris qui a exaspéré à juste titre les 13 organisations de l'intersyndicale. Alors que le régime des retraites français a un solde positif et que le but secret de cette réforme des retraites, nous le savons toutes et tous, et de voler cet argent pour le reverser aux fonds de pension américains, dont la plupart sont des fonds toxiques, des fonds spéculatifs, des fonds vautours. La décision du Conseil constitutionnel ne changera donc rien à la volonté populaire et à, je dirais, la démocratie sociale de voir cette réforme des retraites entièrement retirée, car elle est injuste, elle est injustifiée et elle est inique. Le Conseil constitutionnel est devenu, depuis quelques années, une sorte d'EHPAD de luxe hébergeant quelques ministres fortunés dont aucun n'est constitutionnaliste. Au lieu de 9 sages, nous avons 9 alliés et amis d'Emmanuel Macron qui sont à la fois juges et partis. Le Conseil constitutionnel a perdu toute légitimité depuis qu'il est présidé par Laurent Fabius. Fabius l'israélite, Fabius le sioniste, Fabius l'homme du sang contaminé, ex-premier ministre de François Mitterrand et qui est responsable et coupable par sa désinvolture du décès de milliers d'hémophiles, dont des centaines d'enfants contaminés par le virus du sida à la suite de transfusions sanguines hautement toxiques. L'affaire du sang contaminé fut un scandale sanitaire, un scandale politique, un scandale financier qui a défrayé la chronique médiatique dans les années 90 et qui est identique dans ses motivations du scandale du Rivotril. Un jour prochain, les coupables devront être sanctionnés et sévèrement punis. La mise à la retraite de M. Fabius est attendue par tous les Français et toutes les Françaises, qu'ils le sachent. M. Fabius, en tant que président du Conseil constitutionnel, a validé l'ignominie du confinement, l'ignominie du masque facial, l'ignominie de l'attestation de sortie, l'ignominie du couvre-feu à 18 h, l'ignominie du pass sanitaire, l'ignominie du pass vaccinal, l'ignominie du vaccin anti-Covid qui est hautement toxique. Il est donc sans foi, ni loi, ni moralité. Il doit urgemment démissionner du Conseil constitutionnel. Les meilleurs constitutionnalistes de France l'ont dit et répété. La réforme des retraites de Mme Borne est anticonstitutionnelle. Mme Borne a utilisé de manière éhontée et cynique un cavalier législatif, la loi sur le financement de la sécurité sociale rectificative, pour imposer par la force sa réforme que personne ne veut. Sa loi est aussi illégale car l'Assemblée nationale ne l'a pas votée. Les débats ont été contraints au Sénat. L'absence de clarté et de sincérité des débats parlementaires est flagrante. Les estimations sur le montant des pensions de retraite ont été mensongères et les 13 organisations syndicales qui ont réuni des millions de personnes ont été méprisées. La Constitution a donc été bafouée. La démocratie, qu'elle soit parlementaire, sociale ou populaire, a été violentée. La loi sur la réforme des retraites aurait dû être censurée par le Conseil constitutionnel pour vice de procédure. Et en ce qui concerne le RIP, le référendum d'initiative partagée, inventé en 2008, il est une totale illusion démocratique car il ne suspend pas le texte de la réforme dès lors qu'il est promulgué par le Conseil constitutionnel. Ce RIP, coûteux en organisation, ne sert donc strictement à rien. C'est la raison pour laquelle j'invite une nouvelle fois, publiquement et solennellement, l'Assemblée nationale
a déposé une nouvelle motion de censure contre Madame Borne, contre son gouvernement, scélérat, méprisant, orgueilleux et LGBTisé, qui doit être limogé et à m'accorder sa pleine confiance. Oui, je veux remplacer résolument Madame Borne en tant que première ministre et chef du gouvernement. Oui, je suis prête à occuper ce mandat hautement politique et stratégique. Oui, j'en ai la volonté, j'en ai l'ambition, j'en ai l'énergie, mais j'en ai surtout la compétence. Madame Borne est sur un siège éjectable et en sursis jusqu'au 14 juillet. Le président Macron lui a donné 100 jours pour calmer la colère, je dirais, du pays et renouer le dialogue avec les 13 organisations syndicales qui forment l'intersyndicale, qu'elle méprise ouvertement. Elle n'y arrivera pas. Le pays va s'enfoncer un peu plus dans le chaos, dans le désordre, dans la colère, dans les manifestations sauvages, tant qu'elle restera à son poste. Si le président Macron veut apaiser son pays, car tel est son but, tel est son objectif, il faut qu'il me nomme urgemment en remplacement de Madame Borne. Il voit bien que tous ces déplacements à l'étranger et en province sont aujourd'hui accompagnés de huées colériques et d'un cri de rage. Macron, démission, sans oublier les cassolades bruyantes des manifestants. À quoi sert de garder Madame Borne, qui l'entraîne par son incompétence, par sa technocratie, par son inflexibilité, par sa raideur, dans une chute abyssale d'impopularité, voire de détestation. Moi seule, en tant que future première ministre et chef du gouvernement, car tel est mon but et telle est mon ambition, peut lui permettre de sortir la tête haute de ce second quinquennat hautement menacé. Il y a urgence, car les défaillances d'entreprises augmentent, l'inflation spéculative ne cesse de paupériser les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus fragiles d'entre nous, et la pression fiscale révulse nombre de contribuables français qui refusent que leurs impôts servent à financer 220 000 avortements par an, servent à financer la guerre inique de M. Zelensky le sioniste, servent à financer les prestations sociales de millions d'immigrés qui n'ont rien à faire sur le territoire français ou qui fraudent ouvertement l'État-providence. Les contribuables français en ont assez de financer des politiques publiques iniques qu'ils désapprouvent financièrement, moralement et spirituellement. À quoi a servi la dette publique de 3 000 milliards d'euros qui pèse sur les jeunes générations? À financer, depuis 1973, l'invasion migratoire, la construction de logements sociaux et de HLM absolument hideux et la crise du Covid, la belle affaire. Quelques noms d'élus circulent pour remplacer au pied levé Madame Borne si elle démissionne ou si elle est limogée par l'Assemblée nationale. Je les connais tous, mais je tiens à le dire publiquement. L'avantage que j'ai sur tous mes concurrents politiques, c'est que je suis la seule, absolument la seule, en tant que présidente des souverainistes, à pouvoir obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat. Même si, il est vrai, je n'ai aucun groupe parlementaire dûment constitué au Parlement. Je pense en effet pouvoir compter sur une centaine de députés Renaissance, dont nombreux sont de centre droit et souverainistes, sur les 62 députés du Parti Les Républicains, sur les 29 députés d'Horizon, sur les 51 députés du MoDem, sur les 89 députés du RN et sur le groupe Lyot, soit une estimation de 400 députés. Voilà mon atout majeur. Voilà mon avantage concurrentiel déterminant sur mes concurrents politiques. La majorité absolue que je suis certaine d'obtenir au Parlement. Les raisons en sont claires, nettes et précises. Premièrement, je suis la seule candidate à la succession de Madame Borne à proposer un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres dans lequel toutes les sensibilités politiques de gauche, du centre et de la droite seront représentées. Chacun des 11 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale aura un représentant dans mon gouvernement. Je m'y suis engagée solennellement et publiquement. Sous réserve bien sûr que tous ces parlementaires soient baptisés, catholiques, mariés et hétérosexuels. Il n'y aura dans mon gouvernement souverainiste ni LGBT, ni franc-maçon, ni sioniste, voilà qui est dit. Deuxièmement, je suis la présidente des souverainistes, mais aussi la candidate naturelle de la droite souverainiste.
Je suis donc capable de dialoguer avec tous les élus et toutes les personnalités de droite. Mon arc droitier s'étend du centre droit au RN, en passant par les LR, par le MoDem, par Horizon, par l'IOT, soit plus de 400 députés. Même si j'ai de nombreux désaccords avec Édouard Philippe, ancien Premier ministre, en raison de ces confinements successifs que j'ai toujours dénoncés, j'apprécie le chef du groupe Horizon de l'Assemblée nationale, qui est comme moi d'origine corse. Et je sais pouvoir obtenir son assentiment, son soutien sur un grand nombre de lois à voter ou à abroger. Troisièmement, il y a au sein des partis de gauche des socio-souverainistes, ardents défenseurs du patriotisme économique. Ils ont toute leur place dans mon gouvernement d'union nationale et paritaire. Je leur ai dit de vive voix à plusieurs reprises et lors de mes allocutions publiques. Ils seront donc mes médiateurs avisés pour dialoguer avec tous les élus de gauche. Cette majorité absolue est essentielle pour faire abroger ou voter des lois futures. Dès que je serai nommée Première ministre et chef du gouvernement, je ferai abroger immédiatement la loi scélérate sur la réforme des retraites de Madame Borne. Les décrets d'application ne seront pas signés et le Conseil d'État les retoquera. En 2006, rappelons-le, le CPE a été retiré 2 mois après son adoption par le Parlement et 10 jours après sa validation par le Conseil constitutionnel. C'est donc juridiquement possible. Lors de son allocution, le 17 avril, le président Macron a annoncé ses 3 chantiers prioritaires. Le travail, la justice, le progrès, avec une volonté d'accélérer les réformes sur l'intelligence artificielle. Il est un homme pressé, nous le savons toutes et tous, mais moi, je suis une femme mesurée. L'adage « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » de Jean de La Fontaine est une devise que j'ai faite depuis longtemps mienne. Sur le sujet de l'intelligence artificielle, je milite pour une pause technologique et souhaite interdire en France l'utilisation du logiciel conversationnel ChatGPT à l'instar de l'Italie, car cette application a été conçue par des ingénieurs progressistes sans foi ni loi ni moralité qui ignorent délibérément ce que sont le bien et le mal. Je n'adhère à titre personnel, comme vous le savez toutes et tous, ni au wokisme, ni au progressisme, ni au marxisme qui sont nullement éthiques. Les 3 priorités des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider ne sont pas celles énoncées par le président de la République le 17 avril, car contrairement à lui, nous sommes, nous, les souverainistes, à l'écoute attentive des Français et des Françaises. Nos 3 chantiers prioritaires sont le pouvoir d'achat, le plein emploi et la réimmigration des islamistes en terre d'islam. Pour protéger le pouvoir d'achat des Français, je propose en tant que présidente des souverainistes 3 mesures. La suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires, tant privés que publics. Seules la CSG et la CRDS seront maintenues sur les feuilles de paie pour financer bien sûr nos prestations sociales. La généralisation de la TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services. Une loi anti-inflation emblématique fondée sur le blocage temporaire des prix concernant 120 produits alimentaires et hygiéniques de première nécessité, avec l'obligation que tout kilo de fruits ou de légumes soit inférieur ou égal à 2 €. Je l'ai dit et répété aux distributeurs français. Pour obtenir le plein emploi, je propose 6 mesures. Une politique volontariste de réindustrialisation de la France qui est la source de notre prospérité à venir. La reconquête de notre souveraineté énergétique axée sur un mix énergétique intelligent qui laissera bien sûr une place importante à l'industrie nucléaire. Le démantèlement des 9000 éoliennes qui embellissent nos rivages et nos paysages. L'obligation pour tout chômeur de moins de 50 ans d'accepter un emploi correspondant à sa dernière rémunération. Le démantèlement de la 5e colonne islamiste qui gangrène nos services publics comme privés et qui prive d'emploi nos chers compatriotes français. La généralisation d'un prêt immobilier à 0% pour inciter les couples à devenir propriétaires et à fonder une famille, car il nous faut relancer urgemment la natalité française. Pour accélérer, c'est mon 3e chantier, une politique de réimmigration qui touchera prioritairement essentiellement la diaspora africaine et la diaspora maghrébine, qui sont les plus nombreuses en France,
et ce n'est pas justifié car la France est blanche et chrétienne depuis 2000 ans et ceci doit demeurer, des mesures radicales seront prises. La préférence nationale s'appliquera dans tous les domaines. Aucun étranger ou émigré ne pourra percevoir de prestations sociales, de logement social, de RSA, d'allocation chômage ou de pension de retraite. Cet étranger ou cet émigré peut continuer à vivre en France, mais il n'aura le droit à aucune aide sociale. La rémigration sera encouragée ou rendue obligatoire par des obligations de quitter le territoire français, de non-renouvellement de titres de séjour ou des déchéances de la nationalité française, en particulier pour les délinquants et les criminels. Demain, la loi française rendra impossible l'obtention d'un permis de travail pour tout travailleur islamiste. L'immigration arabo-musulmane et africaine représente pour la France un coût, une inquiétude, une violence. Elle est désormais rejetée majoritairement par le peuple français, car les immigrés, soit 10 millions de personnes, sont beaucoup trop nombreux et surtout incapables d'intégrer nos codes, de comprendre nos codes de civilité, nos codes de courtoisie, nos codes culturels, nos codes éducatifs, nos codes vestimentaires, nos codes alimentaires auxquels ils n'adhèrent pas. Être français ne s'improvise pas. Il ne suffit pas d'avoir une carte d'identité pour devenir immédiatement français. Demain, sur le plan vestimentaire, le vêtement islamique sera totalement interdit en France et dans nos territoires d'outre-mer. Voilà mon engagement clair, net et précis. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, c'est pour mettre en œuvre le programme politique des souverainistes et non le programme politique des progressistes. Je suis opposée, comme tous les souverainistes et comme nombre de millions de Français et de Françaises, à la légalisation de l'euthanasie, à la constitutionnalisation de l'IVG dans la Constitution, au développement anarchique des éoliennes, à la submersion migratoire, à la surenchère fiscale, à l'idéologie LGBT, au métissage forcené de la population française, aux publicités multiethniques et à la réforme des retraites de Madame Borne. Ces 9 thématiques constituent les grands axes du programme politique du parti Renaissance. Cette caste politique et médiatique a tout misé sur le mondialisme, sur le progressisme, sur l'étatisme, sur le multiculturalisme, sur le libre-échangisme économique qui emmène l'économie française dans le gouffre. Il faut donc rompre urgemment avec cette politique idéologique et totalement nulle. Je propose donc à Emmanuel Macron une cohabitation respectueuse. La solution à la crise actuelle ne peut être ni dans l'immobilisme, ni dans l'extrémisme, elle est dans le souverainisme que je défends et que je promeus. Car je suis souverainiste et non progressiste. Je suis de droite et non de gauche. Je suis protectionniste et non étatiste. Je suis réformiste et non révolutionnaire. Je suis conservatrice et non libertaire. Je suis une démocrate chrétienne, affirmée, résolue et déterminée, respectueuse de la démocratie parlementaire, respectueuse de la démocratie sociale, respectueuse de la démocratie populaire. Et je n'adhère pas du tout au principe de la monarchie jupitérienne que le président de la République revendique. Je souhaite appliquer, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, le programme politique des souverainistes et non le programme politique du parti Renaissance. Ultra minoritaire dans notre pays, dirigé par le lobby LGBT, il faut le rappeler, et qui mène notre France bien-aimée, fille aînée de l'Église catholique, sur, je dirais, la pente du déclin, la pente de la désespérance, la pente de la fronde sociale, la pente de la guerre civile et la pente de la déliquescence financière, morale et spirituelle. Cette politique progressiste n'obtient depuis 6 ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, que des échecs. Jamais la délinquance, en particulier étrangère, n'a été aussi élevée. Jamais le trafic de stupéfiants n'a été aussi élevé. Jamais la désinstruction nationale n'a été aussi élevée. Jamais la submersion migratoire n'a été aussi élevée. Jamais les prélèvements obligatoires n'ont été aussi élevés. Jamais l'hôpital public n'a été aussi désorganisé. Jamais nos églises catholiques n'ont été aussi menacées et vandalisées. Jamais la crise sociale n'a été aussi importante. Jamais la rupture avec les organisations syndicales de salariés n'a été aussi béante. Et jamais la colère populaire n'a été aussi importante depuis la création de la Ve République. Aujourd'hui,
Le président de la République est affaibli. La première ministre est honnie. La majorité parlementaire est introuvable. Le Conseil constitutionnel est discrédité. Le pacte de confiance entre l'exécutif et le peuple français est rompu. La bataille de l'opinion est perdue. La seule voie de sortie par le haut, c'est celle que je propose au président de la République. Une nouvelle première ministre, souverainiste, capable d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat, moi en l'occurrence. Un gouvernement d'union nationale et paritaire formé de 30 ministres ultra compétents. Un nouveau management gouvernemental, le mien, qui se résume à 5 lettres. A, B, C, D, E. A pour attention, B pour bienveillance, C pour compétence, D pour droiture et E pour exemplarité. Un nouveau cap et un nouveau programme politique, celui des souverainistes, qui est décliné dans mon essai politique « Seuls les souverainistes sauveront la France » aux éditions Godefroy de Bouillon. J'incite tous les Français et les Françaises à l'acquérir parce qu'ils verront les déclinaisons du programme politique des souverainistes. Un projet de révision constitutionnelle, la reine des réformes, qui a pour but d'abolir la République judéo-maçonnique qui gouverne la France depuis 2017. Que dis-je? La République judéo-maçonnique qui nous gouverne depuis 2017 au profit d'une authentique démocratie chrétienne. Il suffit pour cela, tout simplement, de remplacer le mot « République » par le mot « France » dans la Constitution initiale de 1958, puis d'amender les quelques articles litigieux qui mettent en péril notre souveraineté nationale, et enfin d'ajouter des articles majeurs pour adapter notre Constitution, qui a 65 ans aujourd'hui, aux défis de notre société contemporaine. Moi seul, je le redis, en tant que présidente des souverainistes, peut ramener la paix civile, l'autorité de l'État, le plein emploi, l'arrêt de l'immigration, la méritocratie scolaire, la réduction de la délinquance, la restauration des services publics, le respect de nos églises catholiques et l'apaisement du pays. Il est donc irréaliste et irresponsable d'attendre 100 jours et de laisser un sursis inutile à Madame Borne. C'est maintenant, en mai, qu'il faut me nommer, car les défis sont trop nombreux et les violences ne cessent de s'accroître. Il faut sortir des vœux pieux, des paroles lénifiantes, des généralités vagues et passer à l'action avec un grand A majuscule. Le verbe présidentiel, discrédité à force de promesses non tenues, à force de revirements incessants, est devenu inaudible politiquement. Et seule la présidente des souverainistes que je suis, contrairement aux autres chefs de partis politiques, propose un cap, propose une vision, propose des solutions concrètes, propose un programme de gouvernement clair, juste, précis et ambitieux. Je le redis au président de la République, ayez le courage, ayez l'audace, ayez la témérité de limoger votre première ministre qui est incompétente, qui est technocrate, qui est froide, qui est distante, qui est mal aimée du peuple français. Madame Borne vous entraîne dans la spirale infernale de l'échec, dans la spirale infernale de l'inefficacité, dans la spirale infernale de l'impopularité, dans la spirale infernale de la détestation. Votre tandem ne fonctionne pas, ou en tout cas ne fonctionne plus. Ayez la lucidité de le reconnaître. Il faut changer de méthode, il faut changer de politique, il faut changer de logiciel, il faut changer de gouvernement et il faut changer d'équipe ministérielle. On ne résout pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, disait Albert Einstein. Eh bien, il a tout à fait raison. Une nouvelle classe politique doit émerger et être à la fois aimée et estimée par le peuple français, par le peuple souverain. Et cette nouvelle classe politique, c'est celle des souverainistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Voilà mon analyse en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique. J'espère que ce discours, cette allocution publique sera entendue par le président de la République, mes chers compatriotes. En attendant, je vous invite à manifester massivement le 1er mai, jour du travail, et à prier ardemment pour que je sois enfin nommée Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de Madame Borne. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.